Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de retrouver Claude pour une rencontre ici à l'EB, une fois de plus. Pas nécessairement à propos d'un roman, parce que il faut savoir que pendant de nombreuses années, Claude s'est adonné activement à la poésie, et puis il y a eu un déclic. Et ce déclic a fait naître le premier roman en 2017. 3 autres ont suivi, et c'est le dernier, donc L'heure des olives. Donc un copieux roman de plus de 250 pages, et toujours chez l'ami Gérard Adam, qui chaque année nous donne entre 12 et 15 livres, le plus souvent dans le genre romanesque. Alors bon, comme à mon habitude, et pour ne pas trop dévoiler d'un roman qui quand même préserve l'inattendu, on a parlé beaucoup d'inattendu tout à l'heure, et c'est vrai que dans tes romans, il y a beaucoup de tours, de détours, et l'heure des olives ne déroge pas à la règle que tu t'es donnée depuis un certain temps. Il y a un grand air des voyages dans chacun de tes romans. Je les ai découverts depuis 5 ans, et avec des personnages. Donc on va essayer d'éclairer un peu cette heure des olives. Bon, le titre peut-être pas tout de suite, mais il faut rappeler qu'il y a une forme qui se répète de roman en roman. Elle est liée au chemin, à la route qu'on prend, au voyage qu'on peut entreprendre. Et ici, le personnage est quand même un peu perturbé au départ, et il va profiter de toute cette route pour un peu s'apaiser. Et donc on part du personnage de Nathan Rivière qui va faire aussi des rencontres avec d'autres, mais avec lui-même aussi. Des aspects de sa personnalité qu'il n'avait pas entrevus et qui vont peut-être le faire naître à une autre vie. Oui, tout à fait. Alors, tu peux peut-être parler de ton personnage principal pour en dégrossir les traits principaux, peut-être. Ouais. Le personnage principal, bon, c'est un jeune homme, il a entre 30 et 40 ans, et c'est déjà quelqu'un d'un peu blasé de la vie. Hein. Il ne sait pas trop où il se trouve, aussi bien dans son couple que dans son métier. Donc, je ne sais pas, il a une idée de génie. Il simulerait bien un burn-out pour avoir un congé. Donc ça, c'est la base du départ. Donc il se dit, tiens, je vais jouer la comédie. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et donc, il se retrouve en congé médical parce qu'il fait un burn-out. Et alors, donc sa femme ne le prend pas trop bien parce qu'elle, c'est une battante qui aime le travail, qui aime la réussite, etc. Et donc, déjà que le couple pointille un peu, ça ne va pas s'arranger. Et suite à ça, il va partir. Il va partir se ressourcer, comme on dit, dans un lieu qui s'appelle Saint-Walfroy, et qui est complètement paumé du côté de la Gaume, justement, du côté français. Voilà. Et donc là, il va rencontrer. Ça démarre vraiment là, rencontrer des gens. C'est au fond très romanesque de prendre un personnage hyper perturbé qui a besoin, en s'écoutant un peu trop et en mentant sur son être profond, de partir au fond. Et ce décor-là va servir vraiment de nœud au roman. Oui, bien sûr. Oui, et ce lieu, j'y suis allé, on parlait tout à l'heure de voyage, donc je suis allé dans ce lieu-là. C'est vrai que c'est un lieu assez particulier. Et oui, mais le personnage en lui-même, c'est un menteur, mais il se ment beaucoup à lui-même depuis le début. Et donc son faux burn-out, qui est encore un mensonge, ça va déclencher une réflexion justement sur le fait de mentir. Parce que là, il va rencontrer une femme à qui il va mentir de nouveau, sans savoir qu'elle lui ment aussi. Donc c'est extraordinaire. On est basé sur le mensonge à la base. Oui, parce que tu évoques ce personnage d'Alex, Oui. qu'il rencontre à Saint-Walfroy, et c'est aussi un personnage double. Voilà, exactement. Ils jouent un jeu. Donc c'est un peu les masques, on n'en a plus aujourd'hui, mais c'est ce jeu de masques qu'on peut prendre pour impressionner des gens. Je disais toujours, quand j'étais prof,
Et vous savez, il y en a qui ont été profs ici. Dans les salles de profs, c'est extraordinaire. On parlait des trains, mais les salles de profs, c'est extraordinaire. Et dans une salle de profs, je disais toujours, c'est facile de séduire quelqu'un. Pendant une demi-heure, vous êtes en dehors de fourche et vous commencez à parler avec quelqu'un et vous écoutez le vécu de quelqu'un qui paraît envie de se confier. Et là, vous pouvez être quelqu'un de brillant, vous pouvez être quelqu'un de très solidaire, de très affectueux, être le mari parfait, hein, quelqu'un qu'on souhaiterait. Hein, et donc, vous pouvez être tout ce que vous voulez. D'une certaine manière, vous pouvez mentir complètement sur ce que vous faites, ce que vous êtes vraiment, en vous mentant à vous-même, en croyant vraiment ce que vous dites pour finir, que vous êtes vraiment quelqu'un de très bien, qui ne ferait sûrement pas celui dont on parle ou celle dont on parle, etc. Et en fait, de nouveau, là, on pourrait, si on veut déraper un peu, se mettre à fabuler, à devenir un autre personnage que celui qu'on est. Et Nathan Rivière est un peu comme ça à la base. Il est quelqu'un qui fabule quelque part dans sa vie parce qu'il n'est pas bien dans sa vie. Si on a besoin d'endosser, ou alors on devient comédien, et là on joue des rôles vraiment, et on entre dans un personnage. Mais si on a besoin de jouer soi-même des personnages, il y a quand même un problème. Mais sa rencontre avec Alex, qui n'est pas seulement Alex, oui, et que tu peux peut-être détailler, sa rencontre avec Alex va le pousser à multiplier d'autres mensonges. Disons qu'il a mis le doigt dans un engrenage assez embêtant, parce qu'à partir du moment où il a déjà menti pour se retrouver à Saint-Walfroy, hein, parce qu'il a dû mentir quand même à son épouse, il va mentir aussi à Alex parce qu'il ne dit pas qu'il est en burn-out, il ne le dit pas, il ne dit rien du tout. Et bon, après, il se fait qu'elle est dans le milieu des lettres et que pour l'impressionner, il va encore inventer des choses, et il va même détourner. Il va détourner le manuscrit. Le manuscrit de son père. De son père. Bon. Alors là, on est véritablement dans le romanesque et on voyage beaucoup. Parce que Saint-Walfroy, ce n'est qu'une des premières étapes. Parce que, bon, on peut évoquer la Roya, on peut évoquer Calais. Oui, Paris. Paris. C'est-à-dire que bon, l'ère des voyages continue vraiment dans l'heure des Olives. Oui, c'est étonnant. Je suis vraiment quelqu'un qui voyage très peu. Donc je passe pour un sédentaire. Si mon épouse était là, elle vous dirait, c'est incroyable, il faut le harponner pour l'amener quelque part. Et 3 quarts du temps, il se plaît très bien dans son microcosme. Je n'ai jamais aussi bien vécu que pendant le Covid, le vrai Covid, le premier. On était confinés pendant 2 mois, 3 mois. J'étais vraiment génial. Je tournais autour de la maison. Enfin, il faut dire que dans la maison, il y a 300 hectares autour, donc il y a moyen de tourner. Mais c'est pas à moi les 300 hectares, je précise aussi. Mais on peut tourner, la maison est isolée. Et donc, oui, forcément, j'étais très bien. Moi, je trouvais ça très intéressant. Très romanesque aussi. Oui, j'ai pas besoin de parler. C'est ça. Oui, oui. Donc, forcément, ce qui est étonnant, c'est que tous mes personnages voyagent énormément. Et on va se dire, comment ça se fait? Tu adores les voyages? Pas spécialement, mais j'aime bien me projeter dans le voyage. Ce qui suppose quand même une grande connaissance des lieux, parce que bon, il y a chez toi, dans l'écriture même de ces différents lieux, une très grande connaissance réaliste, vraisemblable des sites, des lieux. Dans ce cas-là, approchés. Je les ai vus tous, ceux-ci, ce qui n'est pas le cas dans tous les romans. Mais dans ceux-ci, effectivement, j'y suis passé. Alors, Paris, forcément, Calais aussi, et la Roya, je connaissais moins, mais bon, j'y étais passé de toute façon. Mais là, je me suis documenté plus pour les petits détails. Mais je connaissais la région de toute façon. Mais, Puis tu fais le grand écart entre Calais et la Roya, c'est 12 km. Oui, mais bon, la Roya, le personnage qu'on rencontre là-dedans, il est tiré aussi d'un personnage réel, hein, qui a passé des gens, voilà, dans ce coin-là, etc. Donc, Parce qu'il faut savoir, sans trop révéler non plus, que le roman L'heure des Olives a 2 ententes, 2 significations. Il y a le roman dans le roman. Voilà. Tu peux peut-être en dire un mot, sans trop dévoiler. Oui, mais disons que L'heure des Olives, c'est pratiquement le titre du roman qui est à l'intérieur, donc c'est-à-dire du roman que le père était censé avoir écrit. Et donc, ça se passe dans un autre univers, ça se passe dans le sud, ça se passe près de la frontière italienne,
en France, donc tout près de Nice. Et donc, ben oui, on a un rapport aussi à l'Orient, puisqu'il est question de migration, etc. Et ce roman-là, je veux dire, certains m'ont dit, tu écris 2 romans parce que tu aurais pu très bien te contenter de celui qui est à l'intérieur, on aurait pu en faire tout un roman aussi en augmentant le volume. Non, en fait, tu en chasses plusieurs histoires. Bon, parce que l'édition est aussi une façon d'enchasser l'objet littéraire grâce au double rôle d'Alex Pénélope. Voilà, exactement. Et ici, bon, le père, au fond, il y a aussi les personnages doubles de Pénélope et du père qui interviennent comme, je dirais, substitut du fils. Oui, tout à fait. Ce sont des personnages qui sont à double face et en même temps qui sont une sorte de révélateurs de ce que lui cherche, tout compte fait. Et tout compte fait, on ne va pas déflorer la fin, mais c'est vrai qu'on se demande s'il va un jour retomber sur sa patte, quelque part. Il y a, si on veut se mettre sous un autre objectif, celui des thèmes, est-ce qu'il y a eu une volonté de traiter de thèmes nouveaux dans l'Heure des Olives par rapport aux 3 romans précédents? De thèmes nouveaux? Oui. Dans quel sens? Ah oui, par le de problématiques, de thèmes que tu voulais faire porter à tes personnages ou approfondir. Non, dans On ne coupe pas les ailes aux anges, c'était parti quand même de l'agression d'un jeune homosexuel. Et donc là, pas mal de personnes, des âmes sensibles, m'ont reproché la scène initiale. Mais je dis, bon, il n'y a pas photo, que je dise, moi c'est quelque chose d'assez violent. Et j'étais parti, c'est ça qui m'a donné l'idée du roman, c'était, j'avais lu, voilà, on en parle suffisamment quand même, malheureusement, de ce genre d'agression. Et donc là, le roman est parti de ça. Mais les romans partent toujours d'une idée comme ça. Ici, l'idée de simuler le burn-out, c'est parce que tout compte fait, moi en tant que prof, j'en ai quand même vu quelques-uns autour de moi, et je me suis toujours dit, franchement, si c'est un truc qui me ferait marrer vraiment, mais c'est vraiment le truc possible, quoi. Simuler un burn-out, je veux bien le faire, je fais bien le pantin, le fou, le comédien devant mes élèves. Si je voulais me mettre à pleurer et à rouler par terre dans la salle des profs, ou bien envoyer une chaise en plein dans la fenêtre une fois, c'est impossible. Tout de suite, on me fait un certificat médical, je suis parti pour 1 an, tranquille, quoi. C'est une idée, ça j'y ai vraiment pensé, pas pour le faire pour moi. J'adorais tellement être en classe que j'allais jusqu'au bout. Ça aurait été un crève-cœur. Oui, non, je ne me donne même pas l'idée. Mais je me suis dit, bon Dieu, c'est quelque chose de facile à faire. Le jour où tu en as marre, t'empoignes un élève, tu balances une chaise dans le truc, ça y est, tu te couches par terre en hurlant et en pleurant. Tout de suite, tu as les certificats. Le couloir va se remplir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, t'es sauvé, quoi. Directement, tu rentres chez toi et on va te dire, tu as possibilité de sortir, bouger, surtout respirer, aller au jardin, voilà. Dans mon hamac, pas de problème. Allez donc à Saint-Walfra ou n'importe où, c'est faisable. Et ça n'est sans. Alors moi j'ai vu des gens avoir un vrai burn-out. Vraiment, parce que ce n'est pas une question de se moquer de ça, c'est une vraie maladie, mais c'est une des plus faciles à simuler que le mal de dos. On peut le simuler, le mal de dos. Si, il y a des gens qui vont dire j'ai mal au dos, ça ne se voit pas pourtant, c'est bizarre, mais oui, mais quand même, moi j'ai mal. Donc, si le marché vraiment plié en deux en hurlant, et puis voilà, vous n'avez pas les médicaments, il y a moyen de le faire. C'est beaucoup plus difficile de simuler, je ne sais pas moi, un problème cardiaque quand on n'en avait pas. On va vous faire tous les examens, non. J'ai un problème de foie, vous faites tout, non, vous n'avez pas de problème de foie. Mais j'ai mal au dos, là c'est plus compliqué de dire vous n'avez pas mal au dos. Mais si, j'ai mal au dos. Mais ça ne se voit pas, mais non, mais j'ai mal au dos quand même. On a abordé quelques personnages, quelques thèmes. Il y a ce titre quand même qui est assez étonnant, l'Heure des Olives. Oui, ça fait référence à un petit recueil de poèmes que j'avais écrit il y a très longtemps, que j'avais un petit carré, et qui s'appelait L'Heure des Olives pour une autre raison, et donc confidentiel, un petit recueil. Et donc j'ai repris cette idée-là parce que je trouvais marrant
qu'il y a un moment, l'heure des olives, c'est l'heure de l'apéritif par exemple, ou alors c'est l'heure où on va récolter peut-être les fruits, mais c'est une heure en tout cas où il faut intervenir, il va se passer quelque chose. Et dans le roman, l'heure des olives, ils sont à une croisée des chemins aussi, donc entre les... Et de son parcours perturbé, perturbateur, finalement, Nathan Rivière recueillera quand même quelques fragments. Voilà, quelques olives. Bon, ce serait bien que tu choisisses un extrait, j'en dirai un aussi, oui, pour donner un peu le parfum du roman. Oui, moi j'ai une affection particulière parce que pour ce passage-ci, qui est le moment où Nathan Rivière est traîné par sa femme, son épouse, chez les beaux-parents, donc chez les parents de son épouse, qui sont des bourgeois et qui sont, voilà, le papa il est juge et il n'aime pas trop son beau-fils. Il n'aime pas, il le trouve ça comme un raté parce qu'il est ingénieur pourtant dans une grande société, mais il n'avance pas. Hein, voilà le genre. Et donc il s'invitait à un dîner. Et donc, il n'a pas envie d'y aller, mais ça, il vous a dit, pas question, il faut y venir. Donc, il est déjà en burn-out à ce moment-là, enfin, en faux burn-out. Chaque fois que je viens à la villa, je me demande si je dois rire ou pleurer. L'allée en dolomie bordée de rosiers, la cour en vieux pavé de récupération, le perron en pierre de France comme une excroissance saugrenue plaquée sur l'habitation en briques, typique de l'entre-deux-guerres. Ceux qui vivent ici veulent afficher leur place dans la hiérarchie sociale. Et j'oublie de mentionner les dépendances, un bâtiment séparé, flanqué d'un carport aux poutres claires apparentes. J'adore quand ma belle-mère articule ce mot « dépendance », avec juste ce qu'il faut de détachement sur la seconde syllabe. Ce soir promet un dîner intime, la famille et des amis. Il y aura juste Maxime et les chevaliers, avec leur fils dermatologue, précise Nicole, dans la voiture. Aucune importance vu qu'un repas à la cour de justice, il appelle, c'est la maison à la cour de justice, rime avec tenue de gala. Pantalon gris, veste bleue, chemise blanche, mais pas de cravate. Nicole a tiqué. Je la sens tendue. Pourra-t-elle donner le change devant ses parents? Pas facile de flouer le vieux renard. L'autre pétasse botoxée, ma foi, ce n'est pas un problème, elle ne compte pas. Voilà, si je continue, ça va c'est pire après moi. Enfin. Alors je vais lire un passage qui touche Saint-Walfroy, c'est le 15. Samedi 14 juin, Saint-Walfroy. Alex devant le gîte, main en visière. Toute vêtue de blanc, les cheveux dénoués, elle rayonne dans cette lumière de fin d'après-midi. Je la regarde de ma fenêtre. Un vent du large agite ma poitrine. Va-t-elle me tendre ses lèvres? Change-t-elle d'amant comme elle change de nom? Je dévale les escaliers. Elle m'a aperçu. Je ralentis le pas, m'applique à ne pas me balancer comme un primate à la lisière d'une forêt équatoriale. Elle m'ouvre les bras, sa bouche, sa langue, en perdre le souffle. La porte ouverte à tâtons, le canapé, je retrouve son corps. Une fraction de seconde, le baiser de Paris me traverse le cerveau, sans s'imprimer. Tant notre corps à corps laisse peu de place à une pensée construite. Voilà, pour donner un peu quelques ambiances de ton roman. Alors, j'imagine que tu travailles un 5e, ce serait peut-être le mot de la fin de nous dire... Oui, je travaille. Je travaille d'arrache-pied entre les recueils édités. Ouais. Oui. Mais t'inquiète pas, il n'est pas prêt. Oui, c'est l'histoire ici, sans déplorer du tout. Ça va se passer entre la vallée de la Meuse, Ravensbrück et Irkoutsk. Ah oui, quand même. Ah oui. Voilà. Je pourrais réutiliser le grand thème des voyages. Oui. Oui, je te remercie pour nous avoir parlé de ton roman, L'heure des olives. Et je crois que Gérard en a prévu quelques-uns, comme les autres auteurs ont prévu des exemplaires. Merci à tous. Merci, c'est moi qui te remercie.